Caramel. Caramel. On le sait, depuis 15 jours, on peut avoir participé à la privatisation des autoroutes, réformer l'assurance chômage, transformer le statut de la SNCF et de ses salariés, être Premier ministre de Jupiter et s'affirmer de gauche. On peut, dans les années 80, laisser des lots de sang contaminés par le virus du sida, circuler dans les hôpitaux hexagonaux pour répondre à des impératifs économiques et ainsi écouler les stocks, et se déclarer responsable mais pas coupable, comme le fit Georgina Dufoy, alors ministre des Affaires sociales dans ces années 80 sinistres. Et donc on peut également admettre, je cite, la responsabilité infinie de la SNCF, déclaration faite par son PDG de l'époque, Guillaume Pépi, au premier jour du procès contre la SNCF, 9 ans après le déraillement d'un train en gare de Brétigny-sur-Orge en juillet 2013, et se demander pourquoi l'entreprise ferroviaire en serait tenue responsable. Heureusement, parfois, un grain de sable vient dérégler ces belles mécaniques. Dans le cas d'espèce, ce grain de sable s'appelle Pierre Cerne, qui n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête autour de cette catastrophe ferroviaire de 2013. Et à l'époque, il était vice-président de la région Île-de-France en charge des transports et à ce titre, partenaire essentiel de la SNCF. Lui pointe de son côté le vieillissement du matériel, les travaux d'entretien sur le nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge sans cesse repoussés par l'entreprise et l'impossibilité de mener de front entretien de l'ancien et création de nouvelles lignes à grande vitesse, la philosophie imperturbable de la SNCF. Je ne pouvais plus me taire, entendre la SNCF soutenir que l'accident qui fit 7 morts et des centaines de blessés était lié à un simple problème métallurgique. Je ne pouvais plus le supporter. Ce problème métallurgique, c'est une éclipse, une pièce métallique faisant le joint entre deux rails dévissés. Et il continue dans Libération mercredi dernier, Pierre Serve, je devais rapporter ce que j'ai entendu de la part des dirigeants dans les réunions. Ils savaient l'état du réseau et les dysfonctionnements structurels. Ils l'ont écrit tout de suite, après Brétigny. Depuis, ils se sont rétractés. Tout ça, vous pouvez le lire dans le journal Libération de mercredi dernier. Ce procès doit se terminer mi-juin. Pour le moment, Pierre Cerne n'a pas été appelé à témoigner. Les avocats croisent les doigts. Pour le moment, entre l'inflation, la guerre en Ukraine, l'élection législative à venir, tout concourt à ce que ce procès, très technique, continue à se dérouler complètement incognito. Même les écoutes téléphoniques révélant ce qui pourrait s'apparenter à des tentatives de subordination de témoins par des dirigeants de la SNCF n'a pratiquement pas provoqué d'émoi, à moins que, je vous le dis, un petit grain de sable et tout serait déréglé. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33, réalisé par Marc Lazaro. Ce soir, on parle de littérature, de nouvelles, d'oiseaux, de nature, de préoccupations sociales avec Pascal Dessaigne, qui vient de publier Jusqu'ici tout va mal aux éditions La Déviation, un recueil de nouvelles. On parle également, et on prend ensuite des nouvelles du collectif d'artistes Mixar Miris avec son coordinateur Joël Lecussan, Mixar Miris qui organise une fête, un happening, une réunion, une conférence démocratique, histoire de nous raconter un peu où ils en sont. Premiers éléments dans quelques minutes avec Joël Lecussan. Entre tout cela, nous écouterons la rubrique de cinéphilie décalée de notre bon professeur Thibault, comme d'habitude, chronique et rubrique foutraque érudite et néanmoins essentielle. Et puis nous clôturerons ce 959e numéro de Caramel Mou par une nouvelle goguette à Lucas.
Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. L'épatant et confidentiel label toulousain Pop Supérette sort ces jours-ci, ce qui est sans doute le projet rock qui aura mis le plus de temps à parvenir à nos oreilles. Commencé en 1981, le projet Mise Pat s'achève ce mois-ci avec la sortie donc de Lonesome Harvest, un album revenu de loin. Mitzpah, c'est la rencontre à Paris au début des années 80 de Hervé Zenouda, le batteur des Stinky Toys, groupe majeur du punk hexagonal, puis également batteur des Mathématiques et de Elie et Jacquenot, et de Grégory Davidov, un musicien punk hongrois expulsé de son pays. Trop rebelle et trop punk pour la société hongroise arc-boutée qu'elle était à cette époque derrière le rideau de fer. Ça n'a pas trop changé depuis d'ailleurs. De cette rencontre naît le projet d'un album qui ferait le pont entre le rock d'ici et celui de là-bas. Et là, hélas, pour cause de naufrage du label ND qui devait soutenir ce projet, l'album tant désiré ne dépassera pas le cap des maquettes. Hervé Zenouda continue à jouer sur les scènes parisiennes, bientôt batteur donc d'Elie et Jacquenot. Grégory Davido s'installe lui à Montréal. Et puis, 40 ans plus tard, Pierre Sojourn, l'animateur de ce label Pop Supérette, se met en tête de reparler de ces bandes. Hervé Zenouda est contacté, on s'aperçoit que les bandes digitales à ce moment-là ont pris un sacré coup de vieux. Et du coup, Hervé Zenouda reprend l'ouvrage à zéro, il réenregistre intégralement les morceaux de 1981 avec les musiciens de l'époque. Pour cause de Covid, le chant de Grégory Davido sera enregistré par Zoom depuis Montréal, et c'est cet album que Pop Supérette vient de publier après 41 ans de maturation. Un album qui renvoie au rock de télévision, de Tom Verlaine, de Lou Reed ou même des New York Dolls, mais aussi on pense évidemment à Marquis de Sade ou à Ian Curtis, un rock de fantôme, un rock anachronique et pourtant étonnamment vivant. Mitzpah, on en écoute tout de suite un extrait, In Andy's Warhol Factory, extrait donc de l'album Lonesome Harvest. C'est caramel mou et c'est tant mieux. In Andy Warhol's factory, 8 days a week. Assembly line and victory, time is so meek. Workers in computer design, play like a screen. Projecting Andy's hand designs in the machine. Plastic folklore, take the whole door. This song's functions, extreme unction to Andy Warhol. A lonesome cowboy, because the day of maturity is drawn near, the mechanism ran down in Andy Warhol's factory, 8 days a week. The master seems so unhappy, tired and weak. After the power and glory, why does he cry? Why is losing his dignity? Why must he die? Andy darling, shooting starring. How will fulfill the plan, but the sun keeps on shining, keeps on rising. To the top of the top heaven, each day they're gonna be flying. In Andy Warhol's factory, 8 days a week. Multiplicated destiny, shake off the myth. It's 1981 again, year number one. See West Coast promptly on the gun, thy kingdom's gone.
so lonely, darling. It's the parting. Probably it's the last on the road. And darling, horsing, riding. The fusion of materialities is done. One culture and one fiction. Team factory. Save your story. Underground will be nationalized, and the judgment that the fast trend society of time pioneers will be part of the empire. And you, darling, keep on smiling. We will remember and fed you on each day of the week. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Bonsoir Pascal Desaing. Bonsoir. On connaît vos romans policiers qui se sont noircis au fil des ans pour devenir des chroniques sociales plutôt sombres et irrespirables, seulement éclairées par quelques humanités révoltées. On connaît un peu moins vos nouvelles, pourtant il y en a 70 qui ont été publiées, il y en a entre 70 et 80 qui ont été publiées. Un intérêt que vous avez depuis le début, puisque dans les 3-4 premiers ouvrages que vous avez fait sortir à Toulouse sur une petite maison d'édition dont j'ai oublié le nom, il y avait déjà un recueil de nouvelles. D'où vient cet intérêt pour les nouvelles alors que vous écrivez surtout des romans? C'est le premier pas dans l'écriture de fiction. Le roman, c'est un long chemin. C'est une longue maturation, c'est beaucoup de temps quand même, c'est des semaines, c'est des mois. Une nouvelle, ça a l'avantage du moment, on peut écrire une nouvelle dans une soirée, dans une journée, même si on la retravaille encore beaucoup après. Donc la nouvelle, c'est rassurant aussi, je trouve. Parce que on a envie de terminer. Et quand on est dans une longue écriture, des fois on se demande comment ça va se terminer. Et surtout quand. Et quand c'est quand même de plus en plus angoissant quand même. Et la preuve en est, c'est que ce recueil, il est né... très étrangement, il est à cheval sur le confinement en fait, le premier confinement. Une partie des nouvelles ont été écrites avant et les autres pendant. Et en ponctuation d'un gros roman que j'étais en train d'écrire. C'était lequel là ? Il n'est pas sorti encore. Ah, d'accord. C'est vraiment un très gros roman. Oui, non, il est terminé depuis un moment, mais vous savez, le monde de l'édition oblige à la patience. Donc, j'étais en train d'écrire ce livre, et puis alors c'est une histoire assez insolite, je vais la raconter. Lorsqu'on nous a décidé de nous enfermer, là, comme des enfants, là, chez nous, sans réellement nous expliquer de quoi y retourner, on ne pouvait pas vraiment comprendre. Chacun a géré son stress et son émotion comme il a pu. Moi, je me suis réfugié à la campagne, je me suis enfermé pendant 2 mois, je ne suis pas sorti. Voilà, parce que j'étais dans ce gros roman et je me suis dit, il faut le terminer avant que, ce soit l'apocalypse. Bon. Mais comme, alors c'était formidable parce que c'est un roman qui se passe au 19e, comme mon Colosse, que j'ai publié l'année dernière. Donc j'étais complètement en dehors de l'hystérie ambiante. J'avais été à la télé et je ne sortais pas. Voilà, j'avais l'avantage que mon ami s'occupe de tout et accepte qu'un homme soit enfermé et écrive un gros roman. Et de temps en temps, quand même, je percevais des bruits du monde, comme dirait Jean Rau. Et donc, je me mettais à écrire une nouvelle, comme ça, très brièvement, en ponctuation. Voilà. Et c'était assez rassurant dans ce long travail. J'étais au bout de 2 ans et demi de recherche et d'écriture, que de temps en temps, je parvienne à aller au bout de quelque chose. Et que vous ayez un produit
aujourd'hui fini. De cette période de pandémie, là, vous en faites d'ailleurs l'écho, dans ce recueil qui s'appelle « Jusqu'ici, tout va mal », où vous écrivez une lettre à un de vos amis et racontant un peu comment vous vivez ce confinement, et vous ne l'avez pas vécu complètement bien non plus. Non, personne n'a bien vécu cette affaire. On ne peut pas dire qu'il se présente à moi, celui qui était serein dans cette période. On avait tous un peu... Enfin là, on avait des raisons d'être en colère, de toutes les façons, déjà. Et puis surtout, c'était la confirmation de ce que redoutent beaucoup de gens, c'est que la machine est détraquée. Donc si on a un peu les yeux ouverts, ça fout la pétoche quand même. Hein, et moi qui suis d'abord un naturaliste... je vois très bien que plus on bouscule les équilibres, on transforme les interactions entre les êtres vivants, végétales, les animaux, qu'il n'y a rien de bon qui peut en ressortir. Ce que la nature a mis des centaines de milliers d'années à mettre en place dans une espèce d'équilibre précaire, hein. C'est pas la joie de vivre, hein. La nature, hein, ça peut être complètement cruel, hein. Mais au bout d'un moment, il y a une espèce comme ça complètement dingue, devenue folle. Je veux dire, c'est comment... voilà, elle est livrée à elle-même et puis elle pense avoir la toute-puissance sur une planète qui est extrêmement fragile. Donc, je veux dire, n'importe qui d'un peu lucide, lorsque survient un événement comme celui-là, flippe. Vraiment. Alors, encore plus quand on a, on va dire, une émotion exacerbée. Et c'est vrai que vous le disiez, vous êtes un naturaliste, un marcheur invétéré, un arpenteur de montagne, mais voilà, aussi... je préfère. Par les temps qui courent, je préfère arpenteur de montagne qu'un marcheur. Il y a une ambiguïté. Non, on peut plus. C'est Renaissance maintenant. Voilà, ça va. On peut être retraité de marcheur sans que ce soit une insulte. Ils ont décidé de s'appeler Renaissance et on en est très content pour eux. Donc, un marcheur invétéré, un arpenteur de montagne, un amoureux des oiseaux aussi. Quand vous dites que vous le voyez dans vos balades, vous le voyez à quoi ? Le nombre d'oiseaux qui diminue. On parle beaucoup en ville de la disparition des hirondelles, par exemple. Alors là, c'est la bonne nouvelle. Il y a une résilience, il y a un regain, on va dire, pour les hirondelles. En tout cas, pour autant que je puisse en juger, je les observe d'assez près. D'ailleurs, cette année, je participe à un inventaire initié par la Ligue de protection des oiseaux dans mon quartier, c'est-à-dire Saint-Michel, Ampalo, Sainte-Anne, cette zone-là, sans être trop précis. Les hirondelles se portent bien. Il y a même un couple d'hirondelles rustiques qui s'est installé sous mes fenêtres, quasiment. Je ne sais pas où ils nichent, mais c'est la première année en 11 ans où je suis là, voilà. En ville, les animaux... Elles ont chopé la bonne adresse. Là, elles vont pas être embêtées. Voilà. Et la colonie du quai de Tunis, qui est vénérable maintenant, attention, ne pas y toucher, c'est interdit, est en très bonne santé. Les hirondelles sont de retour aussi rue de Metz. Alors, c'est variable d'année en année, mais je crois que là, pour le coup, il faut le dire aux gens, à un moment donné, quand on met un bulletin de vote et qu'on décide de certaines choses, ça a une répercussion. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu la décision d'abandonner les produits phytosanitaires en ville qu'on a une résilience actuellement. Que dans les quartiers, il y a de nouveau des fleurs, des coquelicots sur les trottoirs, même si ça agace la mairie, et que de temps en temps, ils passent avec leur fil nylon, ce qui me rend colérique, mais à un point. Et il y a en tout cas une espèce d'équilibre là. Paradoxalement, c'est à ville que ça se passe. Ouais, la faune se porte de mieux en mieux en ville. Alors, évidemment, c'est une faune qui n'est pas dans une complète diversité, puisqu'il y a des limites. Il y a des animaux qui ne fréquenteront pas les villes. Mais on a une faune, notamment à Toulouse, qui est exceptionnelle. Et dans les balades, dans vos balades, vous le voyez à quoi ? Il y a des rendez-vous manqués. C'est-à-dire, moi, j'ai maintenant un recul de 40 ans d'ornithologie. Il y a des endroits où je ne retrouve pas mes animaux et j'avais des rendez-vous avec des oiseaux que je n'ai plus. Voilà. Après, il y a une résilience. C'est notamment en milieu industriel. Parce que, comme il y a eu la crise, on a tout mis par terre. Il y a d'énormes friches industrielles. Et là, il y a la renaissance d'une nature. Alors, elle est pas, la nature n'est pas rancunière. Parce que elle se réinstalle très vite. Et dans une diversité, mais incroyable. Voilà. Mais tout ça est très douloureux quand même. Parce que c'est des paysages gâchés. C'est beaucoup de dégâts. Et puis c'est la nocivité sur la vie humaine. Voir ce qui se passe actuellement à Métal
Metal Europe. Hein. Les gens sont choqués des répercussions de Metal Europe 15 ans après sa fermeture, chose que j'ai racontée dans Les Derniers Jours d'un Homme en 2010. La nature est de nouveau là bien présente, mais le fond des choses est pas gai. Hein. Je veux dire, c'est un Tchernobyl minier. Hein. Et c'est vrai qu'on se rappelle aussi que dans le Nord, on a fait des réserves naturelles dans les anciennes terrils qui continuent à chauffer jusqu'à ce qu'on puisse y planter des espèces tropicales. Ah, tout à fait, oui, c'est fascinant. Moi, je trouve ça formidable. Après, c'est aussi le signe d'un désordre du monde, faut pas croire. Hein. Ça consolera peut-être certaines personnes. Moi, je trouve ça assez grave. Hein. Oui, de pouvoir faire planter et pousser des palmiers sur un terril, ça veut dire que quand même, en dessous, non, mais ils viennent tout seuls. Ça continue à chauffer. Ça vient tout seul, c'est ça le côté magique des choses. Je parle de tout ça parce que c'est des problèmes, c'est des notions, c'est des histoires que l'on retrouve dans vos nouvelles, comme si aussi la nouvelle c'était une façon de parler de l'actualité immédiate, chose que vous ne faites pas toujours dans vos romans, même si. Mais là, ça vous permet peut-être de parler plus de l'actualité immédiate telle que vous l'absorbez, que vous la digérez. Oui, complètement, oui. Il y a immédiatement le traitement du sentiment, de ce qu'on ressent à un instant. Après, il ne faut pas croire, chaque chose demande une grande maturation, aussi même pour une nouvelle. C'est pas un article de journal, vous voulez dire? Alors, non, le roman, c'est l'arbre. Hein, il faut du temps pour qu'il pousse. On va dire que pour compléter la métaphore, la nouvelle, c'est justement le coquelicot de ville. Mais il faut quand même une graine et ça prend un petit peu de temps. Et il faut l'arroser un peu quand même. Voilà. Et puis il faut surtout que des gens la respectent, ce qui n'est pas toujours le cas. Une chose que l'on retrouve assez régulièrement dans vos nouvelles, c'est le début de ces textes. C'est souvent le prénom du personnage qui va être le centre de cette nouvelle qui est cité. Très souvent, vos nouvelles commencent par un prénom. C'est une façon de poser tout de suite le cadre et surtout le personnage. Dans ces nouvelles-là en particulier, parce que c'est la première fois que j'écris un recueil de nouvelles entièrement sous une forme narrative classique. D'habitude, je fais comme dans mes romans, la plupart du temps, j'écris la première personne du singulier. Donc le lecteur, il doit prendre un peu de temps pour me saisir le personnage, s'identifier à la dynamique du texte. Là, j'avais vraiment envie de percussion, j'avais envie d'une force d'impact plus forte. Et donc, il ne faut pas perdre le lecteur, il faut tout de suite lui dire où il en est, où on en est, tous ensemble. Voilà. Donc, à chaque fois, le jeu est posé très vite. S'il y a 2 personnages, en 2 paragraphes, chacun apparaît. S'il y en a 3, c'est ainsi de suite. Et je crois que le recueil procède de cette dynamique-là, ce qui le rend, je crois, assez efficace en termes d'émotion, justement. Pour rendre aussi ces textes assez efficaces, au-delà de la présentation immédiate des personnages, il y a cette façon aussi d'écrire, et qui est sans doute plus marquée dans les nouvelles, d'écrire de manière très rapide, des phrases très courtes, très incisives. Oui, à l'os. Alors déjà qu'habituellement j'ai pas un style très gras. Hein. J'ai plutôt tendance à combattre tout ce qui peut faire qui peut superflu. Hein. J'utilise notamment les participes présents, les adjectifs avec beaucoup de soin et avec parcimonie comme on dirait. Et donc oui, c'est moi. Et c'est encore plus marqué dans les nouvelles. Oui, encore plus. Alors là, ça peut dérouter parce que pour le coup, elles sont courtes. Oui, et c'est vrai que ça donne effectivement du rythme, au point que pour certaines nouvelles, on en finit un peu essoufflé. Je me souviens de l'année dernière, ou il y a 2 ans, sur votre recueil de nouvelles qui racontait vos balades dans les Pyrénées. C'était un récit, oui. Il y avait cette idée aussi de... À la fin, on était essoufflé comme un marcheur qui se tape la côte. Oui, c'est l'écriture que j'ai. Oui, c'est rock, quoi. Sur ce recueil de nouvelles, le propos, c'était quoi? C'était de faire un ensemble de nouvelles. Il y en a 17 qui racontent un peu l'époque dans laquelle ont été écrits ces textes, où ça s'est passé comme ça, puisqu'il y a un certain nombre de nouvelles qui ont été écrites sur le moment, d'autres qui sont un peu plus anciennes. Mais il y avait cette idée de faire un point d'étape, où ça s'est passé... Non, parce qu'elles ont été écrites dans un temps... non, c'était l'envie. Et puis j'avais envie de continuer avec
c'est cette collaboration avec La Déviation, qui est un petit éditeur formidable, qui a aussi un esprit comme le nôtre, enfin, je veux dire, humaniste, révolté, exigeant en tout. Il publie Patrick Péchereau, il publie Gilles Vidal. On avait publié ensemble, il y a 4 ans, mon recueil qui s'appelle En attendant Bukowski. Voilà, j'avais envie d'en faire un deuxième avec lui aussi. D'ailleurs, on en fera un troisième. C'est décidé. Donc voilà, il y a cette aventure-là qui est importante aussi avec les gens, et quand ça se passe bien, par les temps qui courent, ma foi. Et là, vous parlez d'une maison d'édition qui est plus une aventure d'une personne qui défend un style de littérature qui lui plaît que une petite maison. On n'est pas dans l'industrie. Voilà. On n'est même pas dans l'artisanat, dans l'artisanat moyen. On est vraiment sur une édition de niche par un passionné. Voilà, c'est un éditeur à l'ancienne, le texte d'abord, il prend les risques, il n'y a pas un commercial au-dessus avec un tableau Excel qui juge de vos ventes et qui décide finalement à la place de l'éditeur. Donc ça reste sain. Et édition, la déviation, pour les reciter, un peu comme le personnage dont je parlais tout à l'heure, le fondateur de Pop Supérette, qui est un passionné, qui s'est mis en tête de sortir des disques parce qu'il avait un peu de temps et que ça l'intéressait. Vous le disiez juste au début, on va finir cet entretien avec quelques informations sur ce prochain livre. Jusqu'ici, Tout va mal vient de sortir. Vous avez fini votre prochain roman qui apparemment va donc se passer au 19e. 2-3 mots sur l'histoire à venir. Alors ça devrait être dans un an, je pense. Oui, j'ai réécrit, alors c'est un récit-roman, j'ai réécrit La grève des mineurs de Decazeville de 1886. Voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est la fameuse affaire Jules Vatrin, qui a comme sous-directeur des houillères de l'Aveyron, et qui, voilà, celle-là, c'est pas une chemise arrachée sur un tarmac, il est passé par la fenêtre. Voilà, c'est terrible, hein. C'est vraiment un crime odieux. Mais un an après la parution de Germinal, et d'ailleurs on a accusé Zola d'être l'instigateur de cette grève, c'est sans doute la grève la plus longue ouvrière du 19e siècle. Elle a duré 3 mois. C'est un cas d'école et je me suis employé à réécrire tout ça. Sous quelle forme? C'est un peu comme le Colosse. Un récit social? Oui, récit social, mais là j'avais beaucoup d'éléments. Le Colosse, j'ai dû inventer un petit peu parce que les éléments étaient rares. Là, je ne peux pas inventer. Donc il a fallu que je me trace un chemin, une perception des événements et que joue le jeu d'une écriture, là encore, très âpre. C'est vrai que déjà à l'époque, la dépêche du Midi existait. La dépêche. Et il doit y avoir plein. Mais je ne me suis pas appuyé sur la dépêche, je me suis surtout appuyé sur les journaux de l'Aveyron de l'époque. Voilà. Un républicain et un réactionnaire. Et je me suis tracé le chemin entre les deux. Ce livre s'appellera comment? 1886. Très bien. Eh bien, vous viendrez nous en parler quand il sortira, donc d'ici une petite année. C'est ce que vous venez de nous dire. En attendant, si vous voulez vous rafraîchir les idées avec la littérature de Pascal Dessaigne, vous avez bien de la chance. Jusqu'ici, Tout va mal est sorti la semaine dernière aux éditions La Déviation, 17 nouvelles, et Pascal Dessaigne va nous en lire une pour achever cet entretien, une petite nouvelle qui raconte un problème de pandémie, j'allais dire, sauf que... Alors, je précise tout de suite qu'elle a été écrite avant l'arrivée de notre virus à nous. Ça s'appelle La passion des chauves-souris. Germain se penchait à la balustrade de son petit balcon et regardait une chauve-souris ricocher entre les façades. Il pensait à une drôle d'histoire à laquelle il avait du mal à croire. L'immeuble était en L et, se penchant ainsi, Germain voyait aussi, comme ce soir, dans une chambre du rez-de-chaussée, une femme chevauchant son compagnon. Elle n'imaginait pas que quelqu'un les observait ou s'en moquait. L'angle de vue et la distance faisaient que Germain ne voyait pas la tête de l'homme, mais la femme tout entière, oui. Elle était belle, son rythme lent. Son plaisir semblait si fort que c'était difficile de penser que pouvaient se jouer certaines saloperies dans ce monde. À plus forte raison près de chez soi.
Quand ils avaient fini, la femme s'écartait, attrapait sur la table de nuit un mouchoir en tissu blanc et s'essuyait calmement, un geste que Germain trouvait plus érotique que tous les autres. Germain aimait surprendre les gens nus dans leur quotidien, et comme c'était toujours le fait du hasard, il n'y avait là rien de malsain à son esprit. D'ailleurs, son intention était revenue à la chauve-souris, et la femme n'avait bientôt plus été à la périphérie de son regard qu'une vague forme ondulante. Cette drôle d'histoire donc, son problème de chiroptère. À la vérité, ça n'était pas son problème, ça ne le concernait que de très loin. Mais si estimait-il toute chose nuit, même si estimait-il toute chose nuit ou finira par nuire à tout le monde. 2 spéléologues américains avaient visité des grottes en Europe. Ils ignoraient, personne n'était encore informé à ce sujet, que les chauves-souris européennes étaient porteuses d'une sorte de virus, un curieux champignon auquel elles savaient néanmoins résister. Les gars s'étaient baladés dans les grottes. Les chauves-souris étaient leur passion, ils avaient marché dans la boue. Dans la boue, il y avait des spores de ce curieux champignon. À la fin de leur voyage, ils avaient rangé leurs chaussures encore toutes boueuses dans un sac en plastique et s'en étaient retournés aux États-Unis. Ces 2 spéléologues auraient fait sécher simplement leurs chaussures avant de les ranger, que le destin des chauves-souris américaines n'en aurait pas été changé. Car aussitôt de retour, toujours à leur passion, ils avaient exploré une grotte près de New York. Hivernaient là des milliers de chauves-souris qui, elles, on ne le saurait que plus tard, n'étaient pas immunisées contre le curieux champignon dont leurs chaussures étaient encore toutes salies. Peu de temps après, on trouva ces bêtes mortes par terre, dans cette grotte-là, puis dans bien d'autres, par centaines, puis par milliers, puis par millions. La disparition des chauves-souris américaines n'émut d'abord personne, mais au bout d'un moment, on observa de gros dégâts sur les cultures. Ces animaux mangeaient les insectes ravageurs. Privés de leur bon service, on utilisa donc massivement des traitements chimiques. L'épidémie gagna tout le monde agricole. Cette affaire remontait à la fin des années 2000. La facture s'élevait désormais à près de 4 milliards de dollars par an. Germain se demandait qui étaient ces spéléologues qui avaient causé ce désastre. En arrive-t-on toujours à faire du tort à ceux qu'on aime ? Leur comportement avait mené à l'extinction de nombreuses espèces que sûrement ils souhaitaient protéger. Ils n'imaginaient pas qu'elles puissent un jour disparaître. Charitable, Germain espérait qu'ils ignoraient leur rôle dans ce malheur, qu'ils ne le sauraient jamais. « Je n'aimerais pas être à leur place, pensa-t-il, quel cauchemar. » Sa chauve-souris à lui ricochait. Entre les façades et la femme nue était maintenant allongée près de son compagnon. Germain ne voyait plus leur tête à tous les deux, seulement leur corps nu. Cette image ne brûlait pas les yeux et consolait un peu des millions de chauves-souris mortes. Voilà. C'était donc une histoire de chauve-souris que l'on retrouve dans ce recueil de nouvelles. Jusqu'ici, tout va mal, de Pascal Dessaigne, aux éditions La Déviation. Recueil de nouvelles chaudement recommandé par La Maison. Merci Pascal Dessaigne d'être venu dans ce studio. Merci à vous. Et merci pour cette lecture. À très bientôt. À bientôt. Ne me demande pas qui je suis, car je l'ai oublié. Et pour tout avouer, je crois même, je ne l'ai jamais su. J'ai la mine affable, le sourire mi-fade côté face, affublé de cicatrices sont l'ombre d'une esquisse. C'est ça la résilience derrière les barésilles. Côté pile, ma peur et panique, et ces milliers de chattes qui hurlent dans une langue sauvage. Ma langue maternelle semble me dire de faire machine arrière lorsque je marche dans les rues vides. L'écho d'une histoire vécue il y a seulement 7 minutes. Quelqu'un ici s'est déchaîné, corps cambriolé, cœur amputé, déserté, chute. Plus rien ne pousse ici. Paysage de brume et les pieds dans la boue, enlisés, à genoux, en colère comme toujours. Je pourrais croire que j'ai 1000 vies et toutes m'ont amené ici pour réinventer le cours du temps. Boucler la boucle avant le nouveau cycle menstruel, car tout me rappelle ce que je suis les soirs de pleine lune, les jours de pluie quand ça drache dans mon cœur. Des traces invisibles, sous regard indicible, sous ma jupe fragile. Je pourrais croire que j'ai 1000 vies et toutes m'ont amené ici,
à tenter de déjouer le cours de l'histoire, démêler les fils si terriblement tissés, puisque toutes ces vies m'ont faite femme et qu'à chacune d'elles j'en ai payé le prix. Toutes les 7 minutes, panique, sauvage rugissement, des larmes d'urgence avant dissociation, dernière sommation pour faire machine arrière. Toutes les 7 minutes, une âme fracturée, une sœur sidérée. Et si tu regardes bien, tu me verras peut-être courir entre la 6e et la 7e minute pour rester invisible. Je cherche la transparence, j'essaie de me dissoudre pour devenir invisible. J'ai 1000 pattes qui courent pour chacune de mes vies, 1000 vies de femmes. On peut vivre l'orgasme même si nos organes ont été dévastés. Quand nos corps deviennent l'ombre du dernier champ de bataille, la cible de leurs armes de guerre. Bafoués, muselés, dévisagés, hématomes au visage. Toutes les 7 minutes, c'est plus que quotidien. C'est le violon, c'est le violon qui joue. À la 7e minute, c'est le violon, c'est le violon qui joue. Sa rengaine entêtante, c'est le violon, c'est le violon qui joue et plante son archer. C'est le violon, c'est le violon qui joue, brise les destinées. Toutes les 7 minutes, 8 par heure, 205 chaque jour, 1435 à la semaine, 6150 sur un mois, 74 825 par an et seulement en France, une femme sur 3. Et il faudrait se taire. Se sentir à la fois coupable et victime, impuissante, anonyme, crise post-traumatique. Se taire, s'annihiler pour protéger les autres. Quand tous nos cris rentrés à l'intérieur s'impriment. De quel côté la honte de quel côté? Les crimes impunis, les bourreaux inavoués. Pourquoi être victime quand on porte la victoire? Puisque nous sommes guerrières, survivantes et aimées. Garçon, reprends ton lot, il est temps d'avouer. De quel côté la honte de quel côté? Puisque les statistiques ne cessent d'augmenter, serait-ce une utopie d'espérer qu'il n'y ait plus jamais de victimes de la 7e minute? Plus jamais de victimes de la 7e minute? Plus jamais de victimes à la 7e minute? Plus jamais de victimes de la 7e minute? Plus jamais de victimes, plus jamais de victimes. Plus jamais de victimes, jamais plus de victimes. Ne plus être victime quand on porte la victoire. Plus jamais de victimes à la 7e minute. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus. Jamais plus, plus jamais, plus. Jamais plus, jamais, plus jamais. Jamais, plus jamais. Non, là, je n'ai pas du tout mon mot à dire, si ce n'est que ce qu'on vient d'écouter, c'est Lotus Titan, un morceau qui s'appelle 7 minutes, un morceau qui sort aujourd'hui sur toutes les plateformes, comme dirait Lucas Lemoff, parce que Lucas Lemoff est un jeune homme moderne, et que lui, il sait qu'est-ce que c'est, contemporain même, oui, et il sait qu'est-ce que c'est une plateforme. Donc, ce morceau de Lotus Titan, 7 minutes, disponible depuis aujourd'hui sur toutes les plateformes, les gratuites, les payantes, et même sur YouTube, il y a un clip qui sort avec ce morceau. Lotus Titan qui sera, je vous le dis en passant, sur la scène du Métronome le samedi 11 juin, en première partie de l'Ofofora. Et la veille, le 10, ils seront à Caramelmou pour nous parler de leur actualité récente. Voilà, donc Lotus Titan, 7 minutes, un petit cadeau Caramelmou, et puis on en arrive à la rubrique autre cadeau hebdomadaire, à la rubrique de cinéphilie décalée de notre bon professeur Thibaut. Je le lis régulièrement en début d'émission, et je vous le répète parce que vous n'êtes jamais dans les débuts d'émission, rubrique foutraque, érudite et néanmoins essentielle. Tant que ça? Ah ben ouais. Bonsoir, petite fée de la FM. Bonsoir, professeur. Vous allez bien? Bon ouais. Ça va? Ouais. C'est sûr? Ouais.
Bon, Allez, on ça va ira peut-être moins bien après ma chronique. Peut-être, parce sait que pas. Non, vous monsieur, parlez ça va de aller, quoi ça aujourd'hui? va aller. D'Apocalypse Alors, on parlait de réchauffer hors micro tout à l'heure. Alors, je vais vous faire un peu de réchauffer. Ah. J'en suis désolé, mais je pouvais pas passer au travers. On va parler de ça. En fait, alors évidemment les auditeurs ne peuvent pas le voir parce qu'on est à la radio. À la radio, on peut pas voir. Hein. Oui, on a décidé de pas installer de caméra. Oui, je sais, c'est assez ridicule. La radio filmée, c'est assez ridicule. Mais bon, écoutez, que voulez-vous? Donc on va parler des films de Doris Wishman. Ah. Et ça me fait une belle jambe parce que Doris Wishman, va falloir que vous m'expliquiez qui c'est. Exactement. Vous ne vous en souvenez pas. Non. C'est la politique de la mémoire courte. C'est-à-dire que je travaille pour du vent. En fait, je travaille dans le vent, je parle de choses importantes et on ne s'en souvient jamais. Alors, qui était Doris Wishman? Dorénavant, on vous appellera Mistral. Exactement. Qui était Doris Wishman? Eh bien, Doris Wishman, c'est une femme cinéaste. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, aujourd'hui, il y a plein de femmes cinéastes et tout, etc. Petite fée de la FM, attendez un peu. Doris Wishman était une femme cinéaste dans les années 60, 70, 80, 90 et 2000. C'est quelqu'un qui a commencé très tôt et qui surtout a œuvré dans le cinéma d'exploitation et notamment dans le film érotique américain. Alors, aller œuvrer dans le film érotique américain pendant les années 60, je vous garantis que c'était un exploit, parce que c'était uniquement dirigé par des hommes. Vous voyez, là, on était entre couilles, comme on dit, et puis il n'y avait pas une seule gonzesse à l'horizon, sauf qu'il y avait Doris Wishman. Ça, c'est assez formidable. Et alors, qu'a fait Doris Wishman en début de carrière? Alors, déjà, comment elle s'est retrouvée réalisatrice? C'était quelqu'un, en fait, qui travaillait dans une boîte de production pour un gars qui s'appelait Joseph Levine aux États-Unis, qui était un distributeur, aussi un producteur, mais plus distributeur, qui importait des films européens. Elle s'occupait de la publicité, designait les affiches et tout, etc., etc. Et ça marchait très bien. Reste que le mari de Doris Wishman décède et Doris Wishman ne sait plus quoi faire, elle est un petit peu perdue et donc il y a sa sœur qui s'appelle Pearl et qui lui dit mais finalement t'as dessiné quelques affiches, tu t'es occupé de la publicité de quelques films, tu pourrais en faire. Et donc Doris Wishman va se lancer dans le cinéma. Alors évidemment là c'est formidable. Donc, la naïveté quand même quelquefois. Vous parlez de naïveté, ne croyez pas si bien dire, parce que c'est peut-être quelque part toute la base du cinéma de Doris Wishman. Donc c'est quelqu'un en fait qui va commencer très très candidement. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qui marche à l'époque, au début des années 60? Les films de nudistes. Mais évidemment, quoi faire d'autre? Les films de nudistes. C'est-à-dire, on se retrouve dans des camps de nudistes comme ça. Alors, il y a les gens de topless, ils font de la mécanique, véridique. Ils font de la mécanique, ils revissent quelques boulons, topless. Ils jouent au ballon, topless. Ils vont à la plage, topless. Ils mangent, topless. Enfin, ils font tout topless. Voilà, c'est ce que demande le public. Et Doris Wishman va réaliser, ce type de film-là. Il y en a un qui est particulièrement intéressant. Alors, malheureusement, qui n'est pas dans le coffret que je vous ai emmené. Scandale. Mais j'avais déjà parlé de ce film qui s'appelle Nude on the Moon, Nu sur la Lune, qui est un film fascinant. C'est des astronautes en fait qui partent explorer la face cachée de la Lune. Et en fait, qu'est-ce qu'ils trouvent sur la face cachée de la Lune? Une colonie de nudistes. En fait, comme sur la Terre, c'est pareil. Vous voyez, la face cachée de la Lune, c'est pareil que sur la Terre, en Floride. Enfin bon, voilà quoi. Mais c'est un film qui est vraiment fascinant. En plus, les nudistes sont télépathes. Donc, ils parlent, c'est... Je sais pas si on y arrivera Je sais pas si on y arrivera au bout. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que je vais réussir quand même à parler de ce coffret. Voilà un petit peu le cinéma de Doris Wishman, c'est-à-dire cette espèce de naïveté en fait, parce que je vous garantis que c'est des films qui sont extrêmement naïfs. On a l'impression que c'est un enfant de 12 ans en fait qui a pondu le film, ce qui est excessivement plaisant d'ailleurs. Et sa carrière va perdurer comme ça. Alors durant les années 60, elle va faire des mélodrames sexy, etc. Et puis il y a ces fameuses années 70, alors qui sont comme partout dans le monde en termes de cinéma, complètement excessives. Et là on attaque le coffret. Donc le coffret qui regroupe donc tous ces films des années 70, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films.
Donc, comme je le disais, années 70. Et comme vous le disiez, cinéma d'exploitation. Et cinéma d'exploitation. Et là, elle va ouvrir le bal, alors avec quelque chose qui est complètement hallucinant. C'était destiné, alors parce que c'est une série de films, c'était destiné à être un triptyque. C'est devenu un diptyque et quelque part un faux triptyque. Alors, je vais m'expliquer, je vais vous donner les titres. Il y a donc le premier film, donc, qui s'appelle Deadly Weapons. Vous allez comprendre, hein, vous allez voir, c'est un peu compliqué, qui date de 74, qui est sorti en Belgique sous le titre Mammals Story. Ok, je vais y revenir. Hein. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Vous laisser partir comme ça. Ensuite, il y a eu Double Agent 73, qui date toujours de 74, malgré le 73, et qui est sorti en France sous le titre de Super Nichon contre Mafia. Voilà. C'est un métier, la traduction. C'est tout à fait ça. C'est un métier. Donc, et ce faux triptyque donc va se terminer par alors là, le film n'a pas été distribué. On se demande bien pourquoi. Hein, qui s'appelle The Immoral Three. Donc les trois immorales, comme ça. Voilà. Alors, je vais revenir un peu sur ce faux triptyque. Alors très très rapidement. Alors Deadly Weapons. Alors qu'est-ce que c'est que Deadly Weapons? Donc, qui est un film de mafia sans être un film de mafia, qui est un film de vengeance sans être un film de vengeance. Donc nous avons une charmante jeune femme qui s'appelle Crystal, alors qui est jouée par une stripteaseuse polonaise. Donc qui avait anglicisé son nom, elle se fait appeler Chesty Morgan dans le film. En fait, elle s'appelait Lidiana Wilskowska. Voilà, j'espère que je n'écorche pas trop son nom. Et alors, vous savez, dans ce cinéma-là, et plus particulièrement dans le cinéma de Doris Wishman, on aime bien les gimmicks. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gimmick? C'est quelque chose qui va... le gimmick, si vous voulez, c'est la 3D. La 3D est un gimmick. Donc, il faut quelque chose, en fait, pour vous démarquer quelque part de vos concurrents. Et là, entre autres, elle a trouvé l'actrice parfaite, puisque cette fameuse Chesty Morgan donc, a un tour de poitrine de 185 cm. Voilà, ce qui apparemment laisse le studio pantois. Voilà. Oui. Donc on est tous en train d'essayer d'imaginer la chose. Ah ben attends, mais justement. Et c'est un peu compliqué. Alors non, vous allez voir, c'est pas très très compliqué. Alors encore une fois, quelque part, c'est dommage que la radio ne soit pas filmée parce que voilà donc la fameuse Liliana. Oui. Voilà, je vous la montre. Donc qui est une finalement l'imaginer. Alors qui est une qui est une femme au foyer, voilà, qui n'arrive pas grand chose finalement et soudain, en fait, son mari va se faire assassiner, qui a assassiné son mari. Mon Dieu, c'est la mafia, et elle va décider de se venger. Mais alors, le deuxième non, dans le premier, directement dans le premier, elle va se venger dans le premier, voilà. Alors, comment elle va se venger? Eh bien, c'est simple, elle va se servir de sa poitrine parce qu'elle va étouffer avec ses seins les assassins de son mari. C'est génial. C'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu ça, en fait. Je veux dire, moi non plus. Vous verrez jamais ça dans un film de Céline Sciamma ou dans un film de Kelly Richards. Enfin, vous voyez. Enfin, Agnès Jaoui n'osera jamais faire ça à l'écran. Je crois, oui. Vous voyez. Donc, alors voilà, c'est une idée complètement saugrenue. D'autant plus que se rajoute là-dessus le cinéma de Doris Wishman. Vous aviez parlé de naïveté, on va y revenir. Doris Wishman, en fait, c'est très 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 bizarre puisque c'est tout, comment je pourrais dire ça, c'est tout un pas à côté. En fait, il y avait tellement peu d'argent dans ces films que la plupart du temps, elle tournait chez elle. Et donc, elle était fan de petits bibelots. Elle adorait les petits bibelots et je ne sais pas pourquoi, les portraits d'animaux peints. Donc son appartement en était rempli et on peut le voir d'ailleurs de film en film parce que les portraits changent. C'est tourné chez Doris Wishman, mais vous avez une séquence d'action par exemple où il y a une bagarre, et ben elle filme pas la bagarre, elle va filmer le portrait d'un clébard. Pourquoi ? Je ne sais pas. On va se retrouver avec un petit bibelot de temps en temps. Alors ça peut être une cigogne, un petit singe. Elle va filmer le petit bibelot. Il y a, alors je ne sais plus dans lequel c'est exactement de film. Il y a un truc, à un moment donné, il y a une tension. C'est une scène un peu dramatique qui doit se passer au téléphone. Qu'est-ce qu'elle filme ? L'oreille.
Alors, vous êtes là, en fait, et vous avez les piliers, en fait, comme je dis, les piliers de la narration, des règles cinématographiques qui gondolent, oui. Qui gondolent et qui vacillent, et qu'est-ce qui se passe, et alors, on pourrait trouver ça emmerdant, mais en fait, ça l'est pas du tout. Il se passe quelque chose, on rentre dans un espèce d'univers extrêmement bizarre, cotonneux, comme ça, presque qui tient du mauvais rêve, mais du mauvais rêve kitsch, parce que c'est évidemment, c'est les années 70, donc c'est les couleurs qui pètent, je vous explique pas les coiffures, les tenues, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment un environnement extrêmement étrange, cette manière de filmer qui est extrêmement étrange, avec des coupes de montage, je peux même pas les expliquer, parce que moi-même, je les comprends pas, et c'est absolument unique, plus cette fameuse Chesty Morgan, avec cette poitrine absolument dantesque. Enfin, on se dit, mais où est-ce qu'on est? Eh bien, il y a eu un second film, qui est donc ce fameux Double Agent 73. Et là, on en arrive à un point de surréalisme complètement extraordinaire. C'est-à-dire que cette fameuse Cristal, donc, qui était une femme au foyer, en fait, se retrouve agent secret. Pourquoi? Là non plus, on ne sait pas. Et donc, elle va démanteler un trafic de drogue et elle doit prendre des documents en photo. Et alors, où est-ce qu'est l'appareil photo? Je vous le donne en mille. En fait, il est dissimulé dans un dessin. Ah, carrément. Voilà. Moi, je me dis, c'est carrément dedans. Non, c'est dedans. Et alors, et encore une fois, c'est dommage, c'est une chronique très très graphique. Je vais essayer de mimer Chesty Morgan. En fait, elle a à un moment donné les documents qui vont permettre à cet agent secret de démanteler ce trafic de drogue. Eh bien, elle lève un sein. Et il y a un bruit d'appareil photo. Donc ça fait clic-clac comme ça. Il y a un petit flash d'ailleurs. Alors le flash, moi, c'est ce qui me pose le plus de problèmes en fait. C'est pas tellement l'appareil photo, c'est le flash. Vous voyez, parce que bon, encore un appareil photo, je veux bien concevoir le concept, mais le flash, je n'arrive pas à concevoir le concept. Donc voilà. Alors c'est Surtout si on ne veut pas se faire remarquer. Non, surtout si on ne veut pas se faire remarquer. Alors il y aurait dû y avoir donc un troisième film qui aurait dû s'appeler Cristal, mais il faut savoir que cette Chesty Morgan était quand même quelqu'un très 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 difficile apparemment. J'ai jamais vu une actrice avec aussi peu d'expression sur le visage, hein. C'est dément, hein. Enfin c'est absolument ahurissant. Et en plus elle était très 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 difficile, donc Doris Wishman a décidé de rompre le contrat pour différents artistiques, hein, comme on dit. Et il y a ces trois immorales, The Immoral Free, donc où elle a trouvé encore un petit gimmick, c'est-à-dire qu'elle peut plus faire appel à Chesty. Donc du coup, à qui on fait appel? À ces trois filles. Donc elle a trouvé trois actrices en fait pour prendre le relais et pour continuer l'histoire. Voilà. Je termine sur notre film très rapidement. Ah bah oui. Très très rapidement. Alors il y en a un qui est absolument ahurissant, qui s'appelle The Amazing Transplant. L'incroyable transplantation. Et alors là, c'est un drame de la camaraderie. En fait, je sais pas comment expliquer. Je me retrouve un peu dépourvu. Alors, en fait, c'est juste un jeune homme qui est jaloux de son ami, des conquêtes sexuelles qu'il peut avoir. Et alors, heureusement ou malheureusement, son ami, va décéder. Et là, il va se dire, mais oui, mais bien sûr, je vais me faire transplanter son zizi. Ah bah oui, normal. Alors voilà, on en est là. Dans les années 70, tout est possible. Voilà, c'est ce que j'allais dire, dans les années 70, tout est possible. Donc on va avoir droit à une transplantation donc de sexe masculin. Je ne sais pas si le Viagra n'existait pas, enfin il était à l'état d'expérimentation, mais en tout cas, voilà, on se retrouve avec ce que j'appelle un drame de la camaraderie. Je ne vais pas y arriver. Et ainsi va donc le cinéma de Doris Wishman. Jusqu'à ce qu'elle décède en 2002, et il y a eu une interview qui est parue je crois à la fin des années 90, début 2000, parce que c'était toujours quelqu'un qui voulait en fait avancer avec ses moyens qui étaient absolument ridicules. Et quand on lui disait comment vous voyez le futur, elle disait: j'irai certainement faire des films en enfer.
contraire. Voilà. Moi, je pense que Doris Wishman est au paradis et je la salue parce que voilà, c'est peut-être ce que j'ai vu de plus incroyable donc en cinéma d'exploitation. Allez, rappelez-nous le nom de ce coffret. Alors, le coffret, c'est tout simplement The Films of Doris Wishman, The Twilight Years. Alors, c'est américain, donc il faut l'acheter aux États-Unis. C'est cher, mais ça vaut le coup. Voilà, c'est bien maquetté. Il y a du texte de partout, plein de suppléments. On apprend plein de choses. Et puis il y a les sous-titres. Non, enfin aussi il y a des sous-titres anglais, mais bon, voilà, vous savez, on arrive très bien à capter tout ce qui se passe et tout. En tout cas, moi je trouve que c'est une bonne alternative à Céline Sciamma et Kelly Richards. Voilà, et je vous rappelle que la semaine dernière, notre bon professeur Thibault nous a parlé d'une trilogie de films dont le héros était Francis le mulet qui parle. On continue à être en plein surréalisme. Professeur Thibault, la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Oui. Et bon week-end. Oui, vous aussi. Mangia la fava, lo fai o lo sei, sa buffa venta, la fin finale, barri la vie, sa buffa venta, e spirituale da mabu, e la maiuole da mabu, e spirituale da mabu, fai soffrire, fa venta, buffa venta, vai che ti conosci, buffa venta.
Allez, on était en train de se raconter des histoires de puces électroniques. Le temps d'arriver tranquillement à notre dernier invité du soir, Joël Lecussan, qui, j'allais dire, depuis 1 an et demi, devient un régulier de cette émission. On lui demande pas de faire des chroniques, mais régulièrement, on lui demande de nous donner des nouvelles de Mixar Myris. Je vous rappelle un peu les faits. Mi-janvier 2020, la mairie de Toulouse, par le biais d'un contrôle de sécurité, ferme Mixar Myris, interdit à toute personne d'y rentrer, qu'il soit public pour les nombreux concerts et expositions qui y étaient montrés, ou qu'il soit artiste et fréquentant les ateliers d'artistes qui y étaient montés également. Donc depuis mi-janvier 2020, Mixar Myris est fermé. Une seule partie fonctionne encore, c'est celle qui permet à ce qu'il reste de l'association qui gérait ce collectif d'artistes autogérés de fonctionner. Sinon, il n'y a plus d'activité réelle à Mixar Myris, hormis de temps en temps des points qui sont organisés vers le public pour donner un peu l'état des lieux de ce que Mixar Myris est en train de faire et l'état des lieux de la procédure juridique qui a été engagée il y a maintenant 7-8 mois par Mixar Myris pour essayer de récupérer des locaux qui ont été fermés pour d'un problème de sécurité. On rappellera simplement que le propriétaire de l'endroit est encore la métropole, et c'est la métropole qui aurait dû faire ces travaux. Donc ça veut dire que la métropole a fermé Mixar Myris pour condamner une personne qui est la métropole de ne pas avoir fait de travaux dans cet établissement. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'était pas 2020, c'était 2021. Donc 2020, on était dans le confinement qu'évoquait très justement Pascal Dessin tout à l'heure. Et 2021, c'était la fermeture administrative. Donc on les a un peu accumulés comme ça, en effet rebond, quoi. On aime bien prolonger les plaisirs. Donc, depuis, je disais, Mixar Myris n'a plus d'activité dans les murs du bâtiment de la rue Ferdinand Lassalle. On ne vous dit pas tout, mais effectivement, normalement, Mixar Myris ne fait plus rien dans ces lieux-là, si ce n'est se réunir pour entretenir les affaires courantes. Quand vous dites « on ne vous dit pas tout », c'est juste qu'on est attaché à s'occuper des affaires courantes. D'accord, non, je croyais qu'il fallait qu'on se dise qu'il fallait faire régulièrement des tours à Mixar Myris pour voir s'il n'y avait pas de la lumière. Et donc, la dernière fois que vous étiez venu, on avait parlé de ce référé que vous aviez posé devant le tribunal de Toulouse, qui la première réunion, la première séance pour régler ce problème avait été annulé parce que la mairie avait argumenté... La métropole avait argumenté autour du fait qu'il n'avait pas eu le temps de prendre complètement le dossier en main. On en est où ? Ils y sont arrivés là depuis à maîtriser le dossier ? Toujours pas. Mais pour autant, ils ont épuisé tous les recours possibles et imaginables. Donc là, il y a une audience qui est posée le 7 juillet, retenez la date. Oui, parce que vous viendrez le 8 ou le 9. Sûrement. Et donc, une semaine avant, dernier carat, la partie adverse est censée nous fournir ses conclusions. Donc enfin, on saura comment se positionne Toulouse Métropole par rapport à ce que l'on revendique et la mise en demeure qu'on leur adresse de réaliser les travaux auxquels ils s'étaient engagés de mise en conformité du lieu, et avec toute l'ambiguïté dans laquelle ils sont encore aujourd'hui, où Mixar Myris est considéré comme un exploitant, c'est-à-dire qu'on exploite un lieu en faisant des événements, ou comme des squatteurs, des salauds gauchos très à la mode, ou qui pourraient tenter de venir à la mode, en tout cas ils essayent, à l'heure actuelle. Donc ils sont toujours dans ces ambiguïtés-là. Là, on a reçu un courrier par rapport à ce petit rendez-vous que l'on propose, ce d'ici-là, qui s'appelle « Enfin » et surtout, et donc ça va se passer samedi 28 mai, et là on a reçu un courrier hier donc de Sacha Briand, notre cher adjoint au maire chargé de la sécurité. C'est important d'avoir des adjoints chargés de la sécurité, qui donc nous rappellent que nous sommes fermés administrativement, et nous sommes donc de ne pas accueillir de public au 12 rue Ferdinand Lassalle ce 28 mai pour cet événement appelé d'ici là. Ils ont repris tous les termes génériques, c'était extraordinaire, parce que tout d'un coup on avait l'impression que la mairie faisait de la poésie. Ça nous a plu, ça nous a fait plaisir. Et donc face à ça, nous leur avons répondu, nous avons tenté de les rassurer,
en bons citoyens, mais ne vous inquiétez pas, chers idylles, nous sommes des gens responsables, des citoyens responsables, et donc tout se passera sur le parking. Et donc, en tant qu'exploitant, nous vous signalons que nous n'ouvrirons pas le bâtiment au public, pardon. Et donc, effectivement, on n'est pas en train de préparer une ZAD sur Toulouse, pas tout de suite en tout cas, pas encore, puisqu'on privilégie la procédure juridique et qu'on a envie de savoir comment la justice va se positionner sur ce dossier. Et il nous tarde d'avoir les conclusions, effectivement, de l'avocate de Toulouse Métropole dans ce dossier. Donc, ça, résultat des courses, le 9 juillet. Avant de parler de cette fête qui va avoir lieu, c'est demain. Hein, donc, voilà. C'est imminent. C'est carrément imminent. On sait qu'il y a des bruits qui courent du côté de la métropole, qui serait sur le point de vendre le bâtiment à la mairie de Toulouse. Donc, c'est Jean-Luc Moudenc qui vendrait Mixar Miris à Jean-Luc Moudenc. C'est pratique, c'est commode. C'est commode. Donc, c'est pas qu'une rumeur, hein, c'est acté, c'est voté. On a même été participé au vote en conseil métropolitain lors de la vente de Mixar, qui n'était pas signifié comme tel, vous vous en doutez. Hein, on était ils ont fait voter ça dans ce qu'on appelle le bureau de la métropole, donc il réunit une vingtaine d'élus de mémoire, alors que la métropole en réunit 2, 3 ou 4 fois plus. Et donc, c'est un vote formel, c'est une opération immobilière. Toulouse Métropole n'ayant pas de projet d'intérêt métropolitain sur ce site-là, donc pourquoi pas le vendre à la ville de Toulouse, qui a un projet d'école sur ce territoire qui va vivre une croissance démographique extraordinaire, puisqu'on va balancer des immeubles plein la gueule aux habitants de ce quartier-là. À côté de la nouvelle bouche de métro qui devrait bientôt arriver. Absolument. Qui a provoqué le déplacement de la Maison de la Peinture, qui a donné lieu à la formidable exposition de nos amis de Mr. Freeze. Salut réseau. J'ai bien aimé te voir peindre l'autre jour sur les murs de la Maison de la Peinture. Tu étais beau. Et donc oui, on parlait donc de cette vente. Donc elle est actée la vente. Ouais, donc ce qui est quand même étonnant, c'est que la décision de justice n'est toujours pas prise. On ne sait toujours pas ce qui va arriver de Mixar Miris. Est-ce qu'ils vont être réautorisés à occuper les lieux ou pas? On ne se fait pas trop d'illusions sur la réoccupation des lieux. Là, quand tout d'un coup il y a une école qui se pose sur la table, on peut considérer qu'effectivement on va peut-être pas faire le point. Mais pour autant, on va continuer à les emmerder. Et puis surtout, on a envie effectivement, très sincèrement, et de manière citoyenne, de savoir ce que la justice pense de ce dossier-là, et de la manière absolument... Un peu dédaigneuse. Mais complètement méprisante, vous voulez dire. Et puis dans la forme en plus, quoi, les engagements qui avaient été pris. Enfin, nous, on a un sens de la parole donnée. Chaque fois qu'on a libéré des lieux occupés illégalement et légitimement, on a tenu notre parole, quoi. Et on a eu cette parole de l'engagement, et c'est comme ça qu'on a construit la relation au pouvoir public. Et on pensait en tout cas, on suggérait d'en attendre la réciprocité, et qu'il soit de la même tentative d'ampleur, quoi, de dignité, tout simplement. Et puis on se rend compte que définitivement pas. Définitivement pas. Et puis en plus, tout ça s'inscrit évidemment dans un contexte extrêmement régressif sur la ville de Toulouse, que l'on identifie bien, et sur lequel on n'a pas besoin de trop disserter. Et c'est vrai que quand vous dites il sera intéressant de voir la décision de justice, oui, comment la justice peut cautionner ou pas le fait qu'on prenne une décision, et qu'avant qu'elle soit effectivement maintenue ou déboutée, on puisse déjà entreprendre autre chose. On parlera d'éthique, mais bon, faut quand même pas utiliser de gros mots avec n'importe qui. Donc ça, c'est pour le côté justice. Et donc demain, vous organisez une fête donc, sur le parking de Mixar Miris, histoire de mettre au courant les gens qui vous suivent depuis un moment. C'est ça, histoire de dire on est toujours là, il fait beau, ça permettra d'écouter un peu de musique. C'est ça, ouais. Et puis on se dit que c'est une probable dernière, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera durant l'été. Ils ont tellement là
une facilité, on va dire, à tout dépasser finalement. Quoi. Oui, la prochaine fois, c'est les peloteuses qui arrivent. Y compris cette vente à la ville de Toulouse, alors qu'il y a une procédure qui est en cours, que dans le cadre du vote, cette procédure n'est absolument pas signifiée aux élus qui sont censés prendre la décision. Enfin, tout est vraiment à l'emporte-pièce, quoi, dans ces affaires-là, dans ces petites affaires-là. Hein, on n'est pas sur du gros, mais quand même, quoi. Sur la forme, c'est assez détonnant, quoi, en termes de démocratie, tout simplement. Y compris si on est dans les limites de la démocratie représentative, certes, mais bon, tout de même, quoi. On ne dit pas tout aux élus qui sont censés prendre des décisions pour qu'ils prennent des décisions de manière informée. Donc, Myris n'est pas évoqué, la situation juridique qui pèse sur ce bâtiment-là n'est pas évoquée, et donc, comme un seul homme, Toulouse Métropole acte la vente, la mairie de Toulouse acte l'achat, et puis voilà, quoi. Ah ouais. Et puis basta, et puis on verra ce qui se passe le 9 juillet. Donc demain, en tout cas, c'est fête, quoi. Ouais, parce qu'on s'est dit, avec ces couillons-là, la bêtise, on ne sait pas jusqu'à quel point elle peut s'arrêter. Est-ce qu'ils vont pas se laisser embringuer, ou tout d'un coup, ils vont décider, effectivement, entre exploitants et squatteurs, allez, on choisit le squatteur et on fait intervenir la préfecture un peu en urgence pour dégager tout ça. Donc, on a préféré se dire, allez, on s'en fait une probable dernière, histoire d'eux, et puis voilà, on a mis en place cette programmation qui, je crois, est très 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 sympathique, et donc c'est ce qu'on propose surtout, c'est de faire la fête en fait. Évidemment qu'on va donner des infos, des nouvelles, parce que il se raconte à peu près tout et n'importe quoi sur Myris à l'heure actuelle, dans cet isolement d'une certaine manière organisé, et que voilà, donc ce sera l'occasion effectivement de se dire les vraies choses. Voilà, donc ça se passe demain de 16h à minuit en face de la maison de la peinture, la nouvelle. La nouvelle, donc sur le parking de Mixar-Myris, des artistes, qu'ils soient plasticiens, qu'ils soient musiciens, feront voir performeurs, des choses, danseurs, voilà. Il va se passer pas mal de trucs. Ouais. Dernière question, celle-là elle est rituelle. Et Ramonville, vous en êtes où? Donc Ramonville, le travail se poursuit, on va dire, mais comme on l'a toujours dit, hein, de manière très claire, c'est un scénario qui est extrêmement fragile, économiquement parlant, en premier lieu. Pour autant, là, on a présenté une étude donc, qui a été soutenue par le département, qui ont mis un peu comme un jeu au poker, quoi. Je mets 5 000 pour voir. Donc, on a fait cette étude-là de manière assez sérieuse avec des jeunes architectes qui sont formidables, qui sont sur de la construction bioclimatique, etc., qui est le cabinet Cosma Architecture. Et donc la présentation de cette étude a été pour nous assez positive, dans la mesure où on a vu le maire de Ramonville réellement s'affirmer dans le scénario possible, tout en avouant et en affirmant ses fragilités financières, et donc le hors-cadre que ça supposerait et que ça nécessiterait de la part des autres partenaires collectivités territoriales. Donc ça nous a plutôt... Voilà, on n'avait pas l'impression d'être dans du flanc, quoi. Et bon, après, maintenant, on va attendre la réponse du département et de la région concernant le dossier à cet endroit-là. Donc on a provoqué un prochain rendez-vous qui est début juillet. Donc peut-être que début juillet, on verra un peu plus clair sur les intentions des autres partenaires. Très bien, écoutez, vous viendrez nous en parler début juillet, lorsque le tribunal aura conclu cette première phase du dossier. Alors c'est comme point de situation, hein, comme ils disent, en termes de termes juridiques, c'est-à-dire que les avocats et un juge se rencontrent, font valoir chacun donc et l'attaque et les conclusions enfin de la défense, et du coup ça donne lieu ensuite à une date d'audience une fois qu'est avérée la validité et la viabilité de la procédure. De la procédure, très bien. Donc ça se passera le 9 juillet, et demain, si vous voulez faire la fête et si vous voulez avoir quelques nouvelles en direct de Mixar-Myris, donc à partir de 16h, fiesta à Myris, avec ce que l'on y voit actuellement, des artistes plasticiens, graphistes, musiciens, électro seront sur le parking. Et même des ateliers pour les chiards l'après-midi là, à 16h, n'hésitez pas à débouler, quoi. D'accord. En famille. On aime bien la famille. Voilà, simplement amener les chocolatines pour le goûter. Et dans ces festivités, on pourra écouter un groupe qu'ici on adore, Edredon Sensible, qui a sorti l'année dernière un premier album plutôt remarqué. Et on va en écouter tout de suite un extrait, FRCX Prout, Edredon
sensible demain après-midi sur le parking de Mixarmiris, rue Ferdinand Lassalle. Joël Lecussa, merci. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Voilà donc Édredon Sensible demain entre 16h et minuit sur le parking de Mixarmiris pour ce peut-être dernier rendez-vous à Mixarmiris pour se voir et faire la fête. On en arrive presque à la fin de l'émission et puis comme promis la semaine dernière, Lucas Lemoff est de retour dans ce studio pour sa nouvelle chronique, la goguette à Lucas. Voilà, avec ce A qui me fait, en tant que fils de prof, qui sonne toujours difficilement dans mes oreilles. Je sais bien que maman qui vous écoute a les cheveux qui se hérissent en ce moment. Maman qui m'écoute en différé, donc c'est pas grave. Non, mais même dans le Lot, ils ont Internet. Lucas Lemoff, la goguette à Lucas, de quoi qu'on cause aujourd'hui D'une personnalité régionale sur la musique d'un artiste local. Oh, voilà. Formidable. Parce que je me suis dit, tiens, quand même, évite de viser le national tout le temps, ton ambition est trop grande. Et on est vraiment dans Caramel Mou. Ah bah là, c'est du local. On peut pas faire mieux. Est-ce qu'on peut enlever Édredon Sensible qui sont les copains mais qui sont quand même un peu bruyants. Un peu bruyants toujours, mais on les aime. Ok, c'est parti. Carole Delga, c'est toujours délicat, Carole Delga, de parler de ton Carole Delga. Je veux pas te faire la leçon, tu connais la chanson, mais tu causes du trac, Carole Delga. Cette nouvelle union pour toi c'est ennuyeux. Quand les roses sont roses, tu voudrais qu'elles soient bleues. Toi tu n'as qu'une prose, elle ressemble à ça. Tu jasses sur les burkas, Carole Delga, ou bien sur les burkinis, les voilà tes combats, avec dans ton panier des grandes phrases à tout va sur les thèmes immondes. Carole
Carole Delga. À Brère, c'est bon, Carole Delga. Tu serais mieux en pas, Carole Delga. Toi, tu prends ton crayon pour raconter Jaurès et tu mènes de front la lutte anti-NUPES. Tu danses la pole, Carole Delga. À la manière des vieilles tambouilles à papa. Toujours des petits pas que tu crois qu'on voit pas. Moi, je crois qu'en tout cas, Carole Delga, tu marcheras jusqu'à Carole Delga. Ce que t'es les pieds devant au prochain quinquennat. Elle est belle la fronde. Carole Delga, tu serais comme un parc, Carole Delga. En plein Costa Rica, Carole Delga. Un peu trop encombrant, tu donnes la sueur. Avec tes dissidents, ta bande de frondeurs. 1,3%, ça te suffisait pas. Pour cela tu débauches de glorieux candidats qui se pensent de gauche, qui font du centre droit. On remercie le coach, ce bon vieux François. Avec ta baraque, Carole Delga. On y arrivera doucement, pas à pas, à faire gagner la blonde. Carole Delga, si t'as des avocats, Carole Delga. Moi j'ai les syndicats, Carole Delga. Je sais ça fait pas tout, mais bon c'est déjà ça. Si tu me portes un coup, moi je suis dans mon droit. Le droit de faire du blasphème, le droit à la critique. Mais c'est quoi ton problème? Tu me trouves cynique. Mais je suis comme ça, moi je veux qu'on me voie. La goguette à Lucas, tout ça c'est du blabla. Tu sais on est pareil, moi je fais tout comme toi. Je ferai n'importe quoi, Carole Delga, pour passer sur les ondes. Carole Delga. La goguette à Lucas, vivement la prochaine. C'est pas tout de suite. Mais après les vacances, vous voulez dire. Ah ouais. Tout est pris en juin, je suis désolé. Pourtant, il va s'en passer des choses. Ouais, je sais, mais là. Il va s'en passer. Peut-être même que il faudra en faire une sur le New PS. Et peut-être en ligne de loin, envoyer peut-être. Allez, peut-être. Mais en direct, c'est compliqué. Enfin voilà, la goguette à Lucas, à défaut de changer le monde, ça nous aura fait au moins fait rire 5 minutes. Et par les temps qui courent, c'est déjà pas mal. Voilà, Caramel Mou. Caramel Mou, c'est quasi terminé. On va peut-être parler des concerts de ce soir. Il y en a un que j'ai oublié de vous signaler tout à l'heure quand on a écouté Jay Baletti, mais on a commencé illico l'interview de Joël Lecussa, mais Jay Baletti, dont on a écouté un morceau tout à l'heure, un groupe de fusion punk afro-occitane, sera demain soir au Bruegel à partir de 22h, concert chaudement recommandé par la maison. Allez, pour les concerts de ce soir, ça commence ce soir au Taquin à 21h avec du mambo, sur scène Alfredo Bienda et Los Picaflores, de l'Electro House au Rex avec à partir de 23h et jusqu'à 5h30 du matin par ordre d'apparition Biphase La Mamise et puis 50 centilitres. À la Candela, il y aura du tango argentin, du samba brésilien et des boléros cubains avec le duo guitare-voix Rolando Roland et Camario à partir de 20h30. Soirée About Last Night avec DJ Drama ce soir à l'écluse Saint-Pierre à partir de 22h. À la Cava Rock, on pourra écouter du punk rock à partir de 20h avec 3 groupes, Mister Samu, Sagittarius et Chauve. Punk rock à déguster donc à partir de 20h. Et puis ce soir au Métronome à partir de 20h30, double plateau d'ici avec en première partie Inuit, trans vocale passée au filtre d'une électro puissante et d'une rythmique frénétique. Inuit était nos invités la semaine dernière et on a pu découvrir un peu cette musique dont ressort les deux voix assez formidables de Valéria et de Clémence. Et puis ce concert sera suivi d'un concert d'Initiative H, une formation progressive rock amenée par David Odrochi, une formation de 12 musiciens. Initiative H qui fêtera au Métronome ce soir la sortie d'un 4e album Polar Star dont on écoute tout de suite illico Dark Lightning ce soir donc au Métronome. Initiative H.
Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, vous retrouvez John Little et son incredible et génial Little by Little Wicked. Ça va déménager. Il est déjà. Je suis chaud comme la braise. T'es pas prêt, toi? Ah voilà, tout bouillant derrière son micro. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même adresse, mais John Little, un dernier morceau avant de partir. On va se quitter avec un morceau de Fatima Mention, je crois qu'il fait 2 minutes 30. You Won't Get Me Home, histoire de rappeler que ce chanteur qui a été le leader de Fatima Mention, Kassal Kougal, est mort dans la semaine, un groupe que j'adorais. On se quitte avec ça. Salut les filles, à la semaine prochaine. Caramel! Caramel!